Catherine Fournier, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Au plaisir. Vous êtes la plus jeune mairesse de l'histoire de la ville de Longueuil. En fait, la plus jeune mairesse d'une grande ville au Québec. Longueuil est située sur la rive sud de Montréal et c'est la 5e plus grande ville du Québec. Avant ça, vous êtes passée à l'histoire pour être la plus jeune femme députée élue à l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes très jeune, mais visiblement très expérimentée. Vous venez d'avoir 30 ans, il y a quelques jours à peine. Racontez-nous votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique aussi jeune? Dans quel milieu vous avez grandi? Quelle sorte de parents vous avez eu? C'est drôle parce qu'en fait, c'est une succession, je pense, de hasards qui m'a menée à la politique. Moi, jamais, lorsque j'étais jeune, j'aurais pensé faire ça un jour, puis encore moins à un âge aussi jeune. Ouais. En fait, mais moi, je viens d'un milieu familial super aimant. Mes parents m'ont toujours appuyée dans mes projets. Je pense qu'ils ont beaucoup nourri ma curiosité aussi de petite fille. Je posais énormément de questions, notamment sur la politique, parce que je me souviens avoir toujours eu cette fascination naturelle lorsqu'il y avait des campagnes électorales, lorsque les affiches se multipliaient sur les poteaux dans ma ville. Je leur demandais pour qui ils allaient voter. Je souhaitais même les accompagner au bureau de vote. Donc, très tôt, j'ai eu cet éveil-là. En fait, lorsque j'avais 9 ans, il y a eu les attentats donc, du 11 septembre 2001. C'est vraiment ce qui m'a éveillée à l'actualité. À ce moment-là, mes parents recevaient le Journal de Montréal à la maison tous les matins et j'ai décidé de commencer à le lire, en fait. Donc, tous les jours, je partais du début, les premières pages, jusqu'au sport à la fin. Puis donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à me faire même une tête sur différents enjeux politiques, puis même à me positionner. Là. Je me souviens avec mes petites amies au primaire, en 5e, 6e année, j'amenais des sujets de politique là, dans la cour de récréation. Donc, c'est un peu, je pense, comme ça que je me suis éveillée à la politique. Est-ce que vos parents faisaient de la politique? Est-ce Non, pas du qu'ils viennent tout. d'un milieu politique? Non, exactement pas du tout. En fait, mes parents, pour eux, c'était pas vraiment présent à la maison. Quand on en parlait, c'est parce que moi, je posais des questions. Ceci dit, autant mon père et ma mère ont chacun un parent qui, eux, ont été impliqués en politique. Donc, moi, ma grand-mère paternelle, d'ailleurs, elle est toujours très active. Elle va avoir bientôt 82 ans, puis elle est impliquée, je pense qu'elle est sur 14 conseils d'administration. Wow. Et elle s'implique dans un organisme là, qui soutient les personnes immigrantes dans la Nodière. Elle a été impliquée même en politique. Elle a eu une carte de membre là, du Parti québécois lorsque René Lévesque a été élu en 1976. Donc, une grand-mère paternelle très engagée qui m'a gardée lorsque j'étais petite. Puis elle, je pense qu'elle a eu une grande contribution dans mon parcours parce qu'elle me parlait énormément, non pas de politique, mais d'histoire du Québec, de droits des femmes aussi. Ma grand-mère, c'est une grande féministe. Elle a élevé elle-même ses 3 enfants. Donc, elle m'a sensibilisée à plusieurs questions qui, j'en suis certaine, ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu parce que malheureusement, il est décédé lorsque j'avais quelques mois seulement. Mais lui, il était un grand organisateur libéral dans la région de Sorel. Donc, il mobilisait beaucoup de bénévoles. Je pense que c'était les tâches là, qui l'occupaient. Donc, aussi, même si je ne l'ai pas connu, c'est probablement dans la génétique familiale, mais ça a sauté une génération pour se rendre jusqu'à moi. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait quand même une présence politique, visiblement, dans votre famille. Vous avez commencé justement à faire du militantisme au sein des mouvements souverainistes. Vous êtes même présenté pour le Bloc québécois en 2015. Votre implication en politique, c'était pour faire la souveraineté du Québec, c'est ça? Oui, au départ, en fait, moi, j'ai commencé à m'impliquer à l'adolescence, mais dans des causes sociales, dans mon milieu, dans la communauté. Donc ça m'a déjà, disons, initiée à l'implication bénévole de façon générale. Mais quand je suis arrivée au cégep, c'est sûr que là, mes idéaux se sont davantage formés, notamment des idéaux souverainistes. Et ça a donné que là, j'ai rencontré des amis qui, eux, étaient impliqués notamment là, au Bloc québécois, au Parti québécois. Puis j'ai décidé de me dire, bien, pourquoi pas? J'ai assisté à des événements, puis j'ai eu envie de m'engager. Donc, j'ai pris de plus en plus de responsabilités en tant que bénévole, en tant que militante. Puis c'est là qu'un jour, je disais, la succession de hasard m'a amenée à finalement me présenter parce qu'à ce moment-là, j'étais responsable du contenu au Forum jeunesse du Bloc québécois. Donc, la jeunesse du parti, on était vraiment en reconstruction là, à cette époque-là. Il me semble, de mémoire, il y avait seulement eu 3 ou 4 députés élus là, lors de la vague orange de 2011. Donc, on était quand même un grand groupe de jeunes à vouloir reconstruire le parti, tout ça. Puis on s'était dit, bien, pourquoi pas se présenter pour justement montrer la relève qu'il y a au sein du Bloc québécois. À ce moment-là, je le faisais beaucoup plus pour l'expérience puis pour aider le parti sans penser que j'allais être élue un jour. Mais j'ai vraiment eu la piqûre de ce travail-là en allant rencontrer les gens, l'ensemble des organismes. Je me suis dit que faire de la politique active, c'était une façon autant
de m'impliquer dans ma communauté comme je le faisais depuis mon adolescence, mais également pouvoir porter mes grands idéaux pour la société. Donc, même si je n'ai pas été élue au terme de cette élection-là, j'ai su à ce moment-là que j'allais revenir à un moment ou un autre. Finalement, ça s'est présenté plus rapidement que Oui, prévu. parce que finalement, vous vous êtes présenté, en fait, c'est dans une partielle, hein? Exactement. Il faut le dire, dans Marie-Victorin. Oui, c'était en 2016. 2016, exactement. Donc, quelques mois Pour après le Parti l'élection québécois. fédérale de 2015 où je m'étais présentée. Quelques mois plus tard, Bernard Drinville annonce qu'il démissionne de son poste de député. Donc, il y a une ouverture, une élection partielle dans Marie-Victorin. Je m'étais davantage impliquée au Bloc par le passé, mais entre les deux, je suis devenue attachée politique à l'Assemblée nationale. Puis moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, je viens de Sainte-Julie. Je connais très, très bien Longueuil. Ma tante y habitait, j'y ai passé une partie là, de mon enfance. Donc, beaucoup de gens à ce moment-là m'ont sollicité, m'ont dit « Catherine, bien, ça tombe bien, finalement, il y a une autre ouverture, tu devrais te présenter. » Et je me suis dit encore une fois, bien, pourquoi pas, je vais m'essayer. Ça a été quand même assez difficile parce qu'il y avait une course à l'investiture. Oui, qui a été chaudement disputée. Hein? Oui, très, très chaudement disputée. Nous étions 6 candidates et candidats à se présenter. Donc, j'ai vendu énormément de cartes de membres, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de porte-à-porte cet été-là. Ça faisait en fait un suivi à ce que j'avais fait également là, dans ma campagne électorale l'année précédente. Mais donc, finalement, je l'ai emporté. Puis, j'ai emporté la campagne électorale partielle en décembre 2016. En mars 2019, vous avez quitté avec fracas, je dirais, le Parti québécois. Bon, vous avez jugé que le Parti québécois n'était plus le bon véhicule pour faire la souveraineté du Québec. À force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Du même coup, il a aussi perdu beaucoup de sa pertinence. Vous avez siégé à partir de ce moment-là comme députée souverainiste indépendante à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a été une décision difficile? Oui, ça a été une décision très, très difficile parce que, bon, j'avais un attachement, évidemment, au Parti québécois. C'est le parti avec lequel j'ai été élue. Un grand attachement aussi pour les personnes qui y sont, pour les militants. Moi, au courant là, des quelques années où j'ai été députée sous cette bannière-là, j'ai fait le tour du Québec. Je suis allée rencontrer des militants, des gens qui, je le sais, là, ont le feu sacré, sont tellement sincères dans leur engagement. Puis j'avais peur de blesser ces gens-là. J'avais noué des relations importantes. Puis je veux dire, j'avais beaucoup de considération pour les gens qui sont dans le parti. Mais ma réflexion m'avait menée à me dire que les idéaux, justement, sont plus grands que le parti politique. Puis bon, j'avais émis à l'époque certains constats que je partage toujours aujourd'hui. Puis donc, je me sentais beaucoup plus sincère dans mon engagement en étant honnête avec les gens dans ma croyance envers les chances futures du véhicule politique qui est le Parti québécois. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais décidé de me retirer. Mais j'ai toujours très bien assumé ma décision, même si ça a été plus difficile sur le plan personnel. Évidemment, j'ai eu beaucoup de critiques. Je m'y attendais. Je savais que j'allais brasser un peu les choses à ce moment-là. Mais malgré tout, là, donc je suis encore très sereine avec ça parce qu'en plus, ça m'a permis d'avoir un espace vraiment intéressant à l'Assemblée nationale, puis même montrer que c'était possible je pense, de faire la politique, puis de mettre la lumière sur certains enjeux importants, même à l'extérieur d'un parti politique. Donc non, ça j'en suis vraiment fière. Parce que oui, c'est une véritable vague magenta qui semble déferler sur Longueuil ce soir. En 2021, donc l'année dernière, vous avez annoncé que vous vous présentiez à la mairie de Longueuil. On dit souvent que faire de la politique municipale, c'est faire de la politique de proximité, c'est s'occuper des dossiers très concrets dans la vie des gens. Pour certains, c'est juste ramasser les déchets, s'occuper du ramassage de la neige. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique municipale? Bien, d'abord, j'aurais pas eu le réflexe d'aller en politique municipale parce que justement, au départ, c'était plus des grands enjeux nationaux qui m'avaient interpellée avec la politique. Mais c'est en étant députée, j'ai rencontré justement des conseillères, des conseillers municipaux. J'ai été en contact avec la politique municipale dont on parle beaucoup moins dans les médias. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ça permettait justement de travailler sur des projets très concrets dans la communauté. Puis moi, dans mon travail de députée, c'est sûr que j'ai beaucoup apprécié les débats à l'Assemblée nationale, mais ce que j'ai préféré, c'était davantage mon rôle au niveau local. C'est d'aider les gens dans mon bureau de circonscription. C'est là que je sentais que j'avais une différence peut-être plus concrète, en tout cas, là, sur la vie des gens. Donc, je me suis dit... La proximité avec les gens, la population, les électeurs. Exactement. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Puis surtout, moi, je suis une femme vraiment d'action, justement. J'aime ça, monter des projets, de voir leur concrétisation, leur réalisation. Puis je me suis dit,
j'ai l'impression que la politique municipale, au fond, s'assied probablement mieux à ma personnalité parce que, comme je l'ai dit, les débats, c'est intéressant. L'Assemblée nationale, je me sens très privilégiée d'avoir pu y prendre part. Mais moi, je pense que je suis meilleure aussi dans mon rôle de diriger, coordonner les équipes. Bon, je me suis justement montée une équipe pour la dernière élection municipale, puis de concrétiser les projets. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire le saut, puis ça me permet de me rapprocher des gens que je représente. Maintenant, je suis à temps plein dans ma ville à me concentrer là, sur les projets qui touchent Longueuil, puis ça, c'est très, très stimulant. Je veux d'abord saluer Catherine Fournier, mon ancienne collègue de l'Assemblée nationale, puis la nouvelle mairesse de Longueuil. Puis encore une fois, bravo pour une élection assez clairement gagnée. On sent que vous avez trouvé votre place sur la scène municipale. C'est curieux parce que quand on regarde les parcours des politiciens, en règle générale, ils commencent au municipal, ils vont au provincial, puis des fois, bon, ils montent jusqu'au fédéral. Vous avez fait l'inverse. Vous êtes essayé au fédéral, vous avez siégé au provincial et finalement, vous avez trouvé votre place au municipal. Comment qualifiez-vous votre parcours politique? Bien, je trouve ça intéressant parce que c'est ce qui m'a amené au fond, au municipal, à trouver ma voie. C'est qu'en fait, c'est les moyens d'action qui sont à notre disposition. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, les gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, qui sont en train de faire un peu le même chemin. Puis c'est un phénomène qu'on voit à l'échelle internationale, à quel point de plus en plus les municipalités sont investies pour réaliser des changements concrets. C'est un peu l'application du fameux slogan « Penser globalement, mais agir localement ». Puis j'en discutais justement avec d'autres collègues qui ont été élus lors de l'élection municipale québécoise du 7 novembre dernier. Puis c'est un peu ça aussi qui... Parce qu'il y a eu plusieurs jeunes qui ont été élus sur la scène municipale à Montréal. Je discutais avec eux à savoir, bien, il y en a... Au Québec, pour qui, il y en a aussi qui ont été des militants de partis politiques québécois ou même fédéraux auparavant. Puis je leur demandais pourquoi vous avez, vous aussi, décidé finalement de vous lancer au municipal. Puis c'est les mêmes choses qui revenaient. Puis je pense que là, on voit, il y a comme une tangente qu'on est en train de sentir en politique au Québec en général, qu'il y a vraiment, les municipalités sont en train de prendre un rôle qu'on n'y voyait pas prendre auparavant, notamment sur des questions comme l'environnement, donc la lutte au changement climatique, la question du logement. Donc moi, je pense que l'influence des villes va être très grande dans les prochaines années, puis ça tombe bien parce qu'il y a eu une élection de maires progressistes un petit peu partout au Québec, donc je pense que ça va vraiment faire un souffle nouveau en général sur la politique québécoise. Un des gros dossiers sur la scène municipale longueuilloise, avant que vous arriviez, ça a été le salaire de la mairesse qui était là avant vous. Oui. Bon, la mairesse s'était voté un salaire de 250 000 $. En fait, c'est plus que le salaire du premier ministre du Québec. Vous, une des premières décisions que vous avez prises à votre entrée à l'Hôtel de Ville de Longueuil, ça a été de baisser votre salaire. Vous l'avez baissé de 65 000 $ à 185 000 $. Pourquoi c'était important pour vous de prendre rapidement cette décision-là, de marquer le pas de cette façon-là en entrant à la Ville de Longueuil? Au fil du temps, ce qui est devenu vraiment central à mon engagement politique, c'est la volonté de contribuer à accroître, en fait, à rebâtir et à accroître la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard de leurs institutions démocratiques, en l'occurrence démocratique municipale dans ce cas-ci. Puis la question du salaire de la mairesse de Longueuil avait fait couler énormément d'encre dans les dernières années, puis c'était devenu vraiment une distraction, en fait, puis un point sur lequel les gens se questionnaient. Puis je pense avec légitimité, dans la mesure où je pense que c'est normal qu'il y ait une certaine proportionnalité des salaires. Il y a eu des raisons pour lesquelles, finalement, on était arrivé à un résultat comme celui-là, parce que ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que la mairie de Longueuil, disons que c'est une position un peu complexe sur le plan de la gouvernance, parce qu'on cumule plusieurs chapeaux. On est non seulement mairesse de Longueuil, on est présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, donc 450 000 habitants. On siège sur différentes instances, notamment l'Autorité régionale du transport métropolitain, la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc bref, il y a plusieurs fonctions qui sont cumulées, qui sont différentes, par exemple, de Laval, où on parle de une île, une ville, une région administrative. Donc, c'est vraiment plus simple sur le plan de la gouvernance. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais moi, je trouvais ça plus important, là, donc de simplifier la rémunération, de diminuer justement là, la portion qui est payée par les contribuables de Longueuil pour que le salaire soit équivalent au final à la proportionnalité d'autres villes au Québec. Ouais. Parce que vous avez dit en entrevue que c'était peut-être le moment de débarrer une conversation sur les salaires des élus, parce que, les salaires ne sont pas toujours élevés, contrairement à ce qui se passait à Longueuil, pour le travail qui est demandé pour les élus en politique, que les salaires peuvent être vraiment inégaux
des différents paliers de gouvernement à l'autre, municipal, provincial, fédéral. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? L'importance de démarrer une conversation sur les salaires des politiciens. Mais c'est que souvent, puis moi, c'était important, lorsque j'ai diminué mon salaire, c'est important de mentionner que c'est pas parce que je trouve pas que c'est un poste important, ou parce que souvent, j'ai l'impression que quand on parle de la rémunération des élus, on a tendance à peut-être diminuer le travail qui est réalisé. Il y a beaucoup de cynisme autour de ça. Donc, moi, je pense que ça doit être bien rémunéré. C'est une fonction qui est importante, qui demande également un investissement significatif en termes de temps. Mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir une juste mesure, mais c'est quand on compare effectivement les différentes responsabilités, les différents paliers. Je sais que c'est un petit peu tabou lorsqu'on est élu, par exemple, lorsqu'on est député à l'Assemblée nationale, de parler du salaire d'un député de l'Assemblée nationale, mais c'est un petit peu en bas de 100 000 le salaire actuel. Même le salaire du premier ministre, dans le fond, on comparait le salaire de la mairesse de Longueuil au premier ministre du Québec. Mais est-ce que c'est le salaire du premier ministre qui serait peut-être pas assez élevé? Je pense que la question se pose quand même quand on voit l'augmentation des salaires en général. Moi, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. On doit comparer justement, voir c'est quoi la charge, les responsabilités, puis qu'on le fasse de façon très ouverte, très transparente. Je pense que c'est important. Puis ça, de démystifier aussi le rôle d'élu. Probablement qu'il y a bien des gens qui ne savent pas non plus toutes les responsabilités qui nous incombent. Donc, je pense qu'on a ce travail-là aussi de pédagogie à faire autour de notre fonction. Est-ce que vous pensez que si les salaires étaient plus élevés en politique, on attirerait davantage de candidats de qualité? Je vous pose la question parce que vous, ça ne semble pas avoir été un élément déterminant dans votre réflexion à vous lancer en politique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une possibilité. Je pense que ça vaut la peine de le regarder. C'est sûr que quand on voit, par exemple, les salaires qui peuvent être offerts sur le marché privé, c'est sûr que est-ce qu'on est vraiment compétitif en politique? On peut se poser la question. Mais c'est aussi, je pense que ça vaut la peine d'avoir la discussion sur la valorisation du rôle d'élu, exactement, de façon générale. Mais il n'y a pas grand monde en politique, justement, qui le font pour l'argent. Maintenant, je pense que c'est important qu'il y ait une rémunération qui soit à la justesse des fonctions occupées. Et en fait, dans plusieurs, comme vous l'avez bien dit, dans plusieurs villes et villages du Québec, c'est une rémunération très, très symbolique, alors que pourtant, il y a toute la reddition de comptes qui est sur les épaules du maire ou de la mairesse. Puis, en comparaison, la personne qui occupe les fonctions à la direction générale va souvent gagner un salaire nettement plus élevé. Donc, ça aussi, je pense que ça devrait faire partie de la discussion. Il y a une réflexion qui s'impose. Oui. Je veux vous parler de la relève en politique, parce que vous faites donc finalement partie de la relève. En novembre 2017, vous avez publié un livre qui s'intitule « L'audace d'agir », dans lequel vous appelez les jeunes de votre génération, les milléniaux, à s'engager. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas plus de milléniaux qui s'engagent en politique? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Oui, effectivement. Il y a encore une sous-représentation importante des jeunes dans nos institutions démocratiques, même si ça a tendance à s'améliorer quelque peu. En fait, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ont un engagement différent, peut-être moins, justement, traditionnel que les générations qui nous ont précédées. Ce qu'on note dans différentes études qui ont été publiées, que j'ai recensées dans le cadre de la rédaction de mon livre, c'est que c'est un engagement plus à la carte. On s'implique en faveur d'une cause en particulier, que ce soit le climat, la justice pour les peuples autochtones. Donc, il y a plusieurs causes comme ça qui vont rallier un certain nombre de jeunes, mais de s'impliquer notamment dans un parti politique plus traditionnel où on doit souvent endosser, disons, un programme complet d'idées. Souvent, ça va plaire moins. De s'engager comme ça, de A à Z. Ouais. On préfère avoir une plus grande flexibilité, je pense, dans l'engagement. Puis bon, je les blâme pas parce que moi-même, c'est une réflexion que j'ai eue un peu plus tard dans mon parcours lorsque j'ai fait le choix de devenir députée indépendante. Donc moi, je pense que ça amène aussi le monde politique va probablement s'adapter à cette volonté, justement, des jeunes générations à s'engager autrement, puis peut-être, justement, avoir davantage de flexibilité. Moi-même, j'ai créé une formation politique pour me lancer à la mairie de Longueuil, mais c'est une formation politique beaucoup plus décentralisée. Il n'y a pas de ligne de parti, c'est-à-dire qu'on a eu une plateforme qu'on a écrite d'ailleurs de façon collaborative avec chacun des membres de l'équipe, puis en impliquant tous nos militants, tout le monde qui voulait mettre la main à la pâte. Mais à l'extérieur de ça, je contrains aucun de mes élus à voter sur une position particulière. Je veux que tout le monde soit en faveur de ses convictions, qu'il soit à l'aise. Adhérer à la ligne de parti. Exact. Fait que je pense que c'est juste des façons différentes, beaucoup moins justement de
de partisanerie. Pour moi, c'est Ouais. important d'avoir une approche très positive, très collaborative. Puis ça, en tout cas, je pense que ça parle à beaucoup de jeunes aussi de ma génération. Sur la scène politique provinciale, actuellement, on assiste à plusieurs annonces de départ, des députés qui ne se représenteront pas à la prochaine élection qui arrive au mois d'octobre. Tous les partis confondus. Une des députées qui a annoncé son départ récemment, Catherine Dorion, a dit que pour elle, l'Assemblée nationale était passée date. J'aimerais ça que d'autres badass viennent tester les limites de ce système politico-économique rongé par les Verts. Que d'autres badass viennent étudier comment on va faire pour remplacer tout ça. Vous avez siégé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale du Québec est passée date? Je dirais pas ça comme ça, vraiment. Non, je pense évidemment que les institutions, ça demeure immensément important. Puis je pense qu'on leur doit un respect, puis c'est un privilège de pouvoir siéger. Puis il y a des grandes choses qui s'y font. Je veux dire, il y a des choses vraiment très concrètes qui peuvent progresser. Puis on a vu des initiatives, notamment transpartisanes, là, émaner ces dernières années. Puis moi, je lève mon chapeau. Ouais. Ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de moderniser les façons de faire, les pratiques, le parlementarisme? Est-ce qu'il y a moyen, justement, de rendre le tout plus efficace? Ça, je le crois. Je le crois, puis ça, dans ce sens-là, je partage quand même certains des constats. C'est sûr qu'on pourrait accélérer la cadence de certains processus. On pourrait peut-être justement jeter du lait sur certains procédés peut-être très, très rigides. Ouais. Puis en ce sens-là, mais je pense qu'on serait capable d'arriver à un bon compromis. Puis il y a des projets de réforme là, qui ont été soumis, là, tant par le bureau de la présidence que par les différentes formations politiques. Donc je pense que ça va s'améliorer. Oui, c'est ça, parce que, comme vous dites, c'est comme les salaires, il y a une réflexion qui s'impose. Je vais vous entendre sur les réseaux sociaux parce que vous êtes vous-même beaucoup sur les réseaux sociaux. En septembre 2020, alors que vous étiez député à l'Assemblée nationale, vous avez déposé une motion qui a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité pour réglementer ou réguler davantage les réseaux sociaux pour éviter les fake news, la radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux dans l'espace public et dans l'espace politique? C'est une excellente question parce que je pense qu'autant il y a des préoccupations à y avoir, autant que c'est un formidable outil de communication, les réseaux sociaux. Justement, je veux dire, moi, je les utilise quotidiennement dans le cadre de mon travail. Je trouve que c'est une porte d'entrée pour avoir un contact direct avec les citoyennes et les citoyens. Ça me permet de communiquer avec eux, de passer des messages importants. Donc, je pense qu'il ne faut pas, pour utiliser l'expression consacrée, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, il y a des bonnes choses avec les réseaux sociaux. Puis c'est justement, je pense, là-dessus qu'on doit se concentrer. Puis les États ont une grande responsabilité, à mon sens, puis on a un peu manqué le bateau. Il est un peu tard à l'heure actuelle, mais bon, je pense qu'on peut quand même trouver des façons de contraindre les GAFAM à avoir un cadre. Je veux dire, c'est un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale, justement l'effet des réseaux sociaux, les algorithmes dans la radicalisation. On l'a vu avec la pandémie, certains mouvements qui ont émergé. Donc, à la suite de l'adoption de ma motion, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de discuter avec, à l'époque, le ministre du Patrimoine canadien, M. Guilbeault, puis justement, qui me partageait certaines initiatives qu'il était en train de mettre en branle avec d'autres pays. Ça prend des coalitions de pays là, pour avoir On les a tellement laissés aller, les GAFAM sont tellement forts maintenant que ça prend un contrepoids beaucoup plus important, mais c'est sûr qu'il faut mettre davantage de transparence. On ne sait pas les mécanismes qui sont derrière, justement, ces fameux algorithmes qui pourtant ont une influence directe sur la psychologie humaine. Ça va aussi loin que ça. Donc, je pense que c'est un phénomène un peu sous-jacent dont on ne se préoccupe pas assez. Puis moi, d'ailleurs, j'étais bien contente d'avoir l'occasion d'amener ces thématiques-là à l'Assemblée nationale parce que je pense que ça va être des thématiques récurrentes des prochaines décennies. Un mot sur le projet souverainiste. En fait, quand vous avez quitté le PQ, en 2019, c'était pour former une coalition souverainiste, un parti souverainiste. Vous avez par la suite publié un livre qui s'appelait « Le projet Ambition Québec, s'organiser pour l'indépendance ». Finalement, la coalition que vous souhaitiez former, elle n'a pas fonctionné. Comment voyez-vous l'avenir du projet souverainiste au Québec? En fait, à l'époque, ce que je disais, c'est qu'il fallait justement, pour réussir à gagner, pour réussir à relancer, disons, le projet souverainiste et qu'il devrait y avoir une coalition éventuellement politique qui se forme. Effectivement, il n'y a pas de volonté à l'heure actuelle là, dans les grands mouvements, que ce soit du côté là, du Parti québécois, de Québec solidaire. Tout le monde reste un peu sur ses positions, même
une partie de souverainistes qui sont à la CAQ aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va repartir, vous pensez, réussir à remettre sur les rails le projet souverainiste au Québec? Mais ce que je défendais justement dans mon livre, c'est que ça devait partir là, d'un mouvement citoyen. Pour l'instant, que ça doit se rebâtir tranquillement justement dans les groupes de la société civile avant justement qu'il puisse y avoir là, une matérialisation politique 2.0 peut-être du mouvement souverainiste. Moi, j'y crois toujours. C'est une conviction que je vais constamment partager. D'ailleurs, j'avais formé un groupe à l'époque, Ambition Québec. C'est un groupe de réflexion qui se réunit toujours aujourd'hui, auquel je participe. Il y a des groupes comme ça qui existent dans les cégeps des universités. Le mouvement des jeunes souverainistes qui s'est créé il y a quelques années aussi, qui sont très actifs sur le plan de la culture. Ils font plein d'initiatives d'art qui sensibilisent les gens à l'identité québécoise, mais également au projet politique, les possibilités que ça amène de justement redéfinir, repenser nos institutions démocratiques. Moi, c'est beaucoup l'angle qui m'intéresse dans le projet souverainiste notamment. Donc oui, moi, je pense que pas maintenant. C'est sûr que le contexte actuel est plutôt défavorable au projet, mais moi, je pense tout à fait que ça pourrait revenir dans quelques années. Mais il faut justement que la société civile s'organise pour être en mesure de le relancer une fois que le contexte s'y prêtera peut-être davantage. Visiblement, vous y croyez encore. En terminant, je le disais d'entrée de jeu, donc vous avez commencé très jeune à faire de la politique, à l'âge de 19 ans, alors qu'on se sort à peine de l'adolescence. À 30 ans, vous êtes mairesse de la ville de Longueuil, la 5e plus grande ville quand même au Québec. Vous vous voyez où, vous, dans 10 ans? Mais je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire faire confiance à mon parcours, à suivre mon intuition. Justement, j'ai jamais eu de plan. Je me suis juste lancée dans les choses qui m'intéressaient, dans lesquelles j'avais envie de m'investir, de m'impliquer. Pour l'instant, je découvre une fonction qui est vraiment hyper stimulante en celle de mairesse de Longueuil. C'est certain que mon parcours politique auparavant, j'avais été dans l'opposition plusieurs années à l'Assemblée nationale, donc d'avoir l'occasion d'être au pouvoir, de pouvoir orienter la ville avec mes idées, mes projets, celles de mon équipe, de mettre ça en œuvre. C'est vraiment ce qui va m'occuper probablement dans la prochaine décennie. Puis après, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent aussi. C'est pour ça que j'aime la politique, c'est parce que ça touche à peu près tous les sujets. Donc, j'ai confiance en la vie. J'ai pas de plan déterminé parce que si on retourne il y a 10 ans, jamais j'aurais cru que j'aurais été là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je pense que je vais continuer comme ça, puis de me faire confiance, puis de foncer lorsque j'en ai envie. C'est justement ça qui m'a toujours bien servi par le passé. Je me suis fait confiance. J'ai envie d'aller là. Je sens que je suis capable de le faire en mettant les efforts nécessaires. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a bien servi. Donc, vous n'avez pas de plan de carrière, vous avez un plan de bonheur. Exactement, oui. On va continuer à vous suivre. Dans 10 ans, on verra où est-ce que la vie va vous mener. Catherine Fournier, merci beaucoup. Merci à vous encore une fois.